Chapitre 1er. Tolo était enfant, et c'est dans cette banlieue qu'il vit le jour. Une terre coincée entre les collines où les maisons étaient construites pêle-mêle. Le sol, couvert de débris de tout acabit, propageait une odeur suffocante. On eût dit celle d'un charognard en décomposition. Des fosses latéritiques, çà et là, sont la résidence des débris. Les chiens, les moutons et volailles, tous prenaient du plaisir à fouiller ces ordures à la recherche d'une pitance qui pourrait un tant soit peu amadouer leur estomac. C'est dans ce milieu que Tolo vivait avec ses géniteurs. Dafra, son père, est un mécanicien de mobilette. Depuis la tendre enfance de Tolo, Dafra s'est battu corps et âme afin que le frère cadet de Tolo, Tontama, sa sœur Benjamine, Debedo, et lui, l'aîné, puissent réussir. Le père d'Afra est un homme bien dévot, un traditionnaliste. Il ne manquait à aucun événement ancestral de Uroyama, un petit village à quelques encablures de la sortie de la ville de Bobo-Lasodiou. En réalité, le père de Tolo n'avait pas eu la chance d'aller à l'école, car son grand-père s'y était farouchement opposé. Cette nuit-là, après le dîner, il discutait longuement avec son géniteur. « Fils, avait-il dit, depuis ton entrée à l'école primaire, tu as toujours tenu la dragée haute à tes camarades de classe. Tout mon espoir est en toi. Je n'ai pas assez de moyens financiers pour honorer tous tes besoins, mais tu as mes bénédictions et celles de nos ancêtres. »« Compris, père, lui répondit Tolo. De cette pauvreté nous sortirons. » Les vacances tiraient à leur fin. La rentrée des classes s'annonçait. Pourrais-je faire cette classe de terminale en toute quiétude ? S'interrogeait-il intérieurement. Comment arriverait-il à honorer sa scolarité et les dépenses collatérales ? Une kyrielle de questions le tourmentait. La santé du père d'Afra se détériorait. Sa force physique ne lui permettait plus de travailler ardemment. Tolo gardait l'espoir que tout irait bien. Les semaines se succédèrent aussi vite que les voici au premier jour de la rentrée. Ce jour-là, Tolo se réveilla plus tôt que d'habitude. Après sa toilette, il se vêtit d'une tunique que sa mère, Pikayirema, lui avait offerte la veille. En effet, Tolo était un jeune homme âgé de 18 ans. Il accordait un grand intérêt aux études. Dès qu'il arriva dans la cour du lycée Uzanzi Kalibilou, l'ambiance était de plus en plus belle. Tous les élèves étaient vêtus de leurs plus beaux habits. Soudain, au cours de sa marche, une voix l'interpella. « Tolo, Tolo, Tolo !» Dès qu'il se retourna, il aperçut Kalo, son ami depuis l'école primaire, qu'il aimait affectueusement appeler « l'homme de la faconde ». En réalité, Kalo n'était pas taiseux, c'était un grandiloquent. Il avait toujours son mot à dire sur n'importe quel sujet. À l'instant où Tolo arrive à ses côtés, ils échangèrent de grosses poignées de main et de sourires. « Salut, l'homme aux 7 vies, le Hampate bas du lycée. Comment vas-tu ? La lutte a encore repris son cours, dit Kalo à Tolo. Tout va pour le mieux, le prolixe. Ne t'en fais pas, quelle que soit la coriacité de ce combat, cette année nous boirons le calice jusqu'à la lie, lui répliqua Tolo. Tu ne changeras jamais, toi, toujours tenace, s'exclama-t-il. Ils se dirigèrent vers leur classe, la terminale A. La littérature avait occupé dans les cœurs de nos jeunes gens une place si prépondérante qu'ils entendaient les murmures du livre dans tous les bruits du monde. Obsession ? Que nenni ! Ces jeunes hommes éprouvaient juste de l'amour pour la littérature. Ils nourrissaient cet amour dans le cœur, mais aussi dans l'âme. Ils rentrèrent en classe. L'éducateur vint pour honorer la coutume, celle de souhaiter la bienvenue aux élèves et leur rappeler les articles du règlement intérieur du lycée.
Cette visite mit fin au programme de ce premier jour d'école. Très vite, des semaines passèrent. Le temps avait déjà englouti nos souvenirs de vacances sous ses épaisses couches. Ce lundi, nous avions un cours de français avec M. Gouanna. Il avait l'air d'un quinquagénaire avec une mine patibulaire. Il avait d'ailleurs été le seul professeur qui avait attiré l'attention des élèves dès les premiers jours de l'école. Ce matin, lorsqu'il entra en classe, il prit place sur son bureau. « Mesdames et messieurs, mes salutations à vous !» Quelle ironie, nous nous sommes dit en souriant. Il reprit la parole. « Calquer la civilisation occidentale à l'Afrique est-il un frein au développement du continent noir ?» Le professeur venait de lancer le débat. Tolo se demanda intérieurement pourquoi M. Gouanna l'avait proposé. Certainement, il vise un objectif. Une élève se jeta à l'eau. Calquer la civilisation occidentale à l'Afrique est un véritable frein au développement du continent noir. Cela pervertit nos mœurs. La jouvence est en proie au mimétisme, facteur qui la métamorphose et la conduit à une perte de repères. Ainsi, que devenons-nous finalement? Que d'indignes fils? Je soutiens l'argument de mon condisciple, dit un autre élève. L'Afrique a sa civilisation, laquelle est authentique. Calquer celle de l'Occident reviendrait à dire, par ricochet, faire fi de la nôtre, car la génération actuelle sera dans l'incapacité d'accoupler ces deux cultures. Alors, il est indéniable que nous nous contentions de notre civilisation, nous en glorifier, mieux faire son dithyrambe. La civilisation occidentale saurait être un tremplin au développement du continent noir, argumenta Tolo à son tour. Tout développement a besoin indéniablement d'une ouverture à d'autres nations. La culture, facteur essentiel pour tout peuple, ne saurait être statique, encore moins inactive. L'Afrique se doit de s'intéresser aux autres cultures, car une culture ne s'enrichit qu'en apprenant d'une autre. Cela permettra un brassage des peuples, facteur qui donnera lieu à des métissages. Cet esprit cosmopolite est gage de développement en ce sens qu'il installe une cohésion pacifique entre les peuples. Les relations humaines sont ce qu'il y a de plus important sur la terre, disait Antoine de Saint-Exupéry. Et je crois, à l'heure où l'on parle, que notre pays en a beaucoup besoin, que s'estompent les singularités pour faire place à l'homogénéité, qui prendra en compte toutes les formes de culture pour l'édification du continent noir. Un silence régnait dans la classe. Le professeur était bluffé par cette argumentation. Callot leva sa main. « J'approuve l'allégation de mon frère Tolo. Les écrivains de l'ancrage culturel prônent la civilisation de l'universel. C'est pourquoi Ampateba, dans Oui, mon commandant, félicitait la venue des langues occidentales en Afrique, car sans cela, on aurait toute une kyrielle de dialectes et l'incompréhension allait être manifestée par le commun des mortels. Voici l'argumentation qui mit fin à ce débat combien houleux. Chacun de vous a pu tenir mordicus sur sa position, avait repris le professeur. Mais sachez que le monde est un village planétaire. Alors, il est impérieux que nous imbriquions dans nos cultures d'autres issues de l'extérieur. N'oubliez jamais que si la branche fleurit, c'est parce que la terre nourricière a accepté de lui fournir les vitamines nécessaires qu'il lui faut. Donc, rappelons-nous à chaque fois qui nous sommes et où allons-nous. 2 mois passèrent. Le premier trimestre tirait vers sa fin. Les notes mettaient les élèves dans un état sceptique. Pourrait-il vaincre le baccalauréat avec de telles moyennes? Sûrement pas. Mais tous les professeurs étaient satisfaits par les notes de Tolo. Elles étaient excellentes. Le dernier jour de cours avant les congés du premier trimestre, le proviseur vint dans leur classe. « Chers élèves,
vous partez en congé. Que ce laps de temps soit pour vous une aubaine pour combler vos lacunes. Soumettez votre conscience à un examen et travaillez ardemment afin d'avoir le sourire aux lèvres lors de la proclamation des résultats du baccalauréat. Tolo, félicitations à toi. Tes notes sont très bonnes. Continue dans cette lancée. Un bel exemple d'élève studieux. Emboîtez ses pas, chers élèves. Vous recevrez vos bulletins au retour des congés. Soyez prudents lors de cette période de fin d'année. Que les mânes de nos ancêtres soient notre ange tutélaire et apotropaïque. Un silence régna dans la classe. Les élèves étaient soucieux de leurs notes. À la sortie des classes, Tolo prit la route de la maison. Tout en marchant, il envisageait déjà le lendemain de suivre de bonne heure Dia, son voisin de maison, pour faire la maçonnerie, afin d'avoir un revenu qui lui permettrait d'honorer sa scolarité, qui, jusque-là, n'était pas versée à l'intendance du lycée. Soudain, une motocyclette freina à ses côtés. C'était Ariel, une condisciple de classe. « Hello, l'intello » dit-elle. « Monte, je te ramène à la maison. »« Non, ne te dérange pas pour cela. J'habite dans une banlieue, elle est extrêmement loin de l'école. » Elle insista et Tolo concéda à sa demande. Ils arrivèrent à la maison. « Merci, Ariel, pour ce service rendu, » lui dit-il. « Tout le plaisir est pour moi. » Ils échangèrent leurs adresses téléphoniques. Ce petit cellulaire qu'il a en main était son compagnon fidèle. Avec lui, il s'abreuve à la source de l'information. C'est pourquoi, quand son ami Callot le surprenait en train d'écouter le journal sur la radio France Internationale, il ironisait « Tolo maîtrise mieux la fréquence de RFI que l'adresse téléphonique de son géniteur. » En fait, Ariel était une nouvelle élève dans notre lycée. Elle était originaire de la cité du Paysan Noir. C'était pour des raisons professionnelles que ses parents avaient emménagé à Bobo-Lassaudiou. Elle était de ces filles qu'on aurait appelées Vénus, une jouvencelle pleine de libéralité et de bonne foi. Ainsi, leurs relations évoluèrent aussitôt, et chaque fois qu'elle avait des difficultés au niveau des cours et des exercices, il lui apportait son inconditionnel soutien. Bien qu'elle fût issue d'une famille nantie, l'humilité était son domaine de définition. Elle devint sa meilleure amie, même ses géniteurs la connaissaient.